Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans les débuts du comte de Monte Cristo. On va suivre la chute d'Edmond Dantès. Comment il passe de ce jeune marin plein d'avenir à un prisonnier marqué par la trahison. Oui, et cette première partie, c'est une construction narrative incroyablement efficace que Dumas met en place dès le départ. On commence avec Dantès tout en haut, c'est ça? Exactement. Jeune, compétent, il va être capitaine du Pharaon, il est fiancé à Mercédès, il adore son père, il a le soutien total de l'armateur Morel. C'est un tableau idyllique, presque trop parfait, non? Ah oui, et c'est voulu, je pense. Cette perfection, elle est essentielle. Dumas, il s'attarde pas trop en description, mais en quelques scènes très fortes. Oui, le retour au port, la discussion avec Morel. Voilà, les retrouvailles avec son père, avec Mercédès. On adhère tout de suite à ce personnage. Il est solaire. On ressent son bonheur, sa confiance. C'est vraiment un concentré de réussite, de promesses. Et cette concentration sur le bonheur, si intense, au début presque aveuglante, ça sert surtout à rendre la suite euh, insoutenable, j'imagine. C'est fait pour nous préparer au choc. Absolument. C'est la technique du contraste violent. Plus le sommet est haut et lumineux, Plus la chute va être terrible et paraître injuste. et Dumas, il n'attend pas. À peine ce bonheur est posé que, hop, les ombres arrivent. Danglars, Le comptable, l'envieux, Fernand, le cousin jaloux, amoureux et conduit, et puis Cadrousse, le voisin un peu lâche, influençable. et la conspiration se noue très vite, sous nos yeux quasiment, dans cette scène de la tonnelle. C'est qu'assez fort, c'est la nature de cette conspiration. C'est pas un grand complot d'État au départ, non. C'est plutôt un mélange de petites méchancetés humaines. C'est ça, des vices assez ordinaires en fait. L'envie au travail, la jalousie amoureuse, la faiblesse de caractère. Oui, c'est très humain finalement. Exactement. Danglars, c'est le cerveau, mais un petit cerveau calculateur. Il veut juste écarter Dantès, pas le tuer. Fernand, lui, est plus impulsif, plus primaire dans sa jalousie. Tout à fait. Et Cadrousse, Cadrousse, il est juste faible. Il se laisse entraîner par les autres, par le vin. Dumas nous montre bien comment des défauts très communs, mis ensemble, peuvent créer une tragédie immense. Il n'y a pas de grand méchant caricatural, plutôt une coalition de médiocres envieux. C'est ça. Et l'idée de la lettre anonyme écrite de la main gauche, Ah oui, ça, tellement. C'est à la fois malin et tellement lâche. ça symbolise parfaitement la nature de l'attaque. Sournoise, cachée. Tout à fait. Le thème de la trahison masquée est posé d'emblée. Et la vitesse à laquelle ça s'enchaîne, c'est aussi typique du roman feuilleton, non? Il faut accrocher le lecteur tout de suite. Oui, pas le temps de s'ennuyer, les enjeux sont clairs, forts, l'action prime à ce moment-là. Et cette action, elle culmine avec l'arrestation. En plein repas de fiançailles, c'est terrible. Encore un contraste violent. La joie, la fête, à la réserve, Monsieur Morel est là, le mariage est pour dans 1 heure, et là, l'irruption, la loi. C'est une scène d'une théâtralité incroyable. Ce au nom de la loi qui déchire tout. La stupeur des innocents. Mercédès, le père Dantès, Morel. Et en face, les réactions des coupables sont très différentes. Fernand qui se cache mal. Danglars qui fait semblant d'être surpris, Et Cadrousse qui... qui commence à comprendre, mais vaguement. C'est très visuel, on imagine la scène, ce basculement total du bonheur au cauchemar en un instant. C'est la fin du premier acte de la vie de Dantès. Une violence symbolique extrême. Et après ça, l'ironie tragique continue avec l'interrogatoire par Villefort. Ah, Villefort, personnage fascinant. Lui, il n'est pas jaloux de Dantès. Pas directement. Non, lui, c'est autre chose. C'est l'ambition politique, la protection de son statut qui le guide. C'est une autre forme de mal, en fait. Villefort, c'est le substitut du procureur. Jeune, brillant, un royaliste pur jus en pleine restauration. Il est sur le point de faire un beau mariage avec René de Saint-Méran. Et cette dénonciation contre Dantès, au début, pour lui, c'est presque une aubaine, non? Une occasion de montrer son zèle anti-bonapartiste. Exactement. Et au début, il est presque bienveillant. Il est touché par la jeunesse de Dantès, son innocence évidente. Il est prêt à le relâcher, on sent ça. Jusqu'au moment fatal. Le moment où Dantès, en toute confiance, révèle le nom du destinataire de la lettre. Monsieur Noirtier, Le père de Villefort. le bonapartiste. Et là, le piège se referme. Mais sur Villefort lui-même, le dilemme est terrible pour lui. Sauver son père et donc sa propre carrière basée sur une image de royaliste impeccable, ou rendre justice à ce pauvre Dantès. Son choix est immédiat, presque instinctif. Il brûle la lettre.
la seule preuve. Et pour être sûr que personne ne parle jamais. Il condamne Dantès au secret absolu, à l'oubli, au château d'If. Ce n'est même plus juste de l'ambition, là c'est aussi de la peur, une peur panique pour son avenir. Dantès devient le dommage collatéral d'un secret de famille et de la politique de l'époque. C'est terrible. C'est une injustice froide, calculée. Villefort sacrifie un innocent sur l'autel de son petit confort et de sa carrière. Il devient peut-être un ennemi encore plus redoutable que les autres, parce qu'il a le pouvoir, la légitimité de la loi, qu'il détourne complètement. Ce qui nous amène au château d'If, les ténèbres. Et là, Dumas change de rythme, de registre. C'est fini l'action rapide. On entre dans l'isolement, la déchéance. Le cachot, le noir, la perte du temps, l'incompréhension totale. Il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est une partie essentielle pour comprendre comment Dantès va se transformer. Dumas prend vraiment le temps de nous montrer la désintégration de l'homme. D'abord l'espoir, puis la prière. Puis la colère, le blasphème, et enfin le désespoir total, au point de vouloir se laisser mourir de faim. C'est une plongée dans la souffrance la plus profonde. On sent cet esprit, avant si vif, si confiant, être complètement écrasé. C'est vraiment le point le plus bas de son histoire. Il est anéanti, prêt à en finir. Et c'est là, au fond du trou, que la lumière arrive. Littéralement. Ce bruit dans le mur. Le grattement, l'arrivée de l'abbé Faria. Ah, Faria. C'est le coup de théâtre, bien sûr, mais tellement bien amené, tellement riche comme personnage. On l'accepte sans problème, ce prisonnier fou, comme on l'appelle. Qui est en fait un esprit absolument brillant, un puits de science, un modèle de résilience, d'ingéniosité. Son rôle est capital, multiple. D'abord, il sauve Dantès physiquement, moralement, il lui redonne un but, apprendre. D'une certaine manière. Il lui transmet tout son savoir, les langues, l'histoire, les sciences, l'économie, la philo. C'est une refonte intellectuelle complète pour Dantès. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus que l'éducation. Faria lui donne aussi la clé pour comprendre son malheur. Exactement. C'est Faria qui, avec sa logique implacable, aide Dantès à remonter le fil de la trahison, à mettre des noms sur ses bourreaux, Danglars, Fernand, Villefort, et à comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'est la naissance de la lucidité. Et avec ça, le désir de justice, qui va lentement se transformer en désir de vengeance. C'est une éducation à double tranchant en fait. Le savoir le libère, mais le charge aussi du poids de cette vérité et d'une mission. Faria ne ressuscite pas l'ancien Dantès. Il en forge un nouveau, armé pour l'avenir. Et pour que cet avenir soit possible, il lui faut des moyens. Donc Faria lui lègue aussi l'arme matérielle, le trésor. Le trésor d'Espador, cette histoire dans l'histoire, avec le cardinal, les Borgia, le parchemin caché. C'est du Dumas pur jus, ça. Une aventure dans l'aventure. Ce trésor, caché sur l'île de Montecristo, c'est bien plus que de l'argent. C'est le pouvoir, l'autonomie, le moyen de se réinventer complètement et d'agir dans le monde. Faria lui donne la connaissance, la motivation et les moyens concrets pour agir. Que ce soit pour récompenser ou pour punir. C'est un héritage total. Et la mort de Faria juste après lui avoir révélé le secret. C'est tragique, mais c'est aussi le déclencheur final. Ses derniers mots, Montecristo. Ça résonne comme un ordre, une mission. Et là, Dantès a cette idée. Folle, géniale, un peu macabre quand même. Prendre la place du corps dans le sac mortuaire. L'évasion. C'est un morceau de bravoure incroyable dans le livre. Le suspense est total. Ah oui. Dantès qui se glisse dans le linceul, la tente, le trajet, avec les gardiens, et puis le choc. Être jeté à la mer, le cimetière du château d'If, comme ils disent, avec un boulet au pied. On retient notre souffle avec lui, vraiment. La lutte sous l'eau, pour se couper du sac, se libérer du boulet, remonter, en pleine tempête en plus. C'est une scène d'une puissance. Symbolique, énorme. C'est une résurrection, littéralement. Il échappe à la mort, à la prison par sa propre force, son intelligence affûtée par Faria et une volonté de vivre qui est devenue indestructible. Il renaît de l'eau. Cette évasion, ça marque la fin du Dantès d'avant. Définitivement. Celui qui sort de l'eau, c'est déjà quelqu'un d'autre. Il a traversé l'enfer, il a été éduqué dans le noir, et il revient à la lumière, transformé. Son arrivée sur l'îlot de Tiboulène, puis son sauvetage par les contrebandiers, c'est le début de sa réintégration dans le monde. Mais s'il ne revient pas pareil, il prend une nouvelle identité, marin maltais. Il utilise ses compétences pour se faire accepter, mais il cache son jeu. Son objectif reste secret.
Et ce qui est intéressant là, c'est sa patience. Lui qui était si jeune, si peut-être un peu impulsif avant, Oui. il va attendre plus de 2 ans et demi avant de pouvoir aller à Monte Cristo. Il a appris la stratégie, la dissimulation. L'école de Faria et de la prison a marché. Il se lie d'amitié avec Jacopo, il apprend le métier de contrebandier, il observe. C'est une période d'apprentissage pratique, après la théorie avec Faria. Et puis, enfin, l'arrivée à Monte Cristo. Et là, encore une preuve de sa transformation. Pour rester seul sur l'île et chercher le trésor, il n'hésite pas. Il simule une blessure grave. Il manipule ses compagnons, même le brave Jacopo qui veut rester l'aider. Il les persuade de partir, avec un sang-froid remarquable. Le calculateur est né, le stratège. On le laisse donc là, seul sur cette île qui va devenir mythique grâce à lui. Sur le point de trouver la fortune qui va lui donner le pouvoir de changer de destin et d'orchestrer, la suite. C'est la fin d'un prologue immense finalement. Presque 15 ans de récits condensés qui ont vu un jeune homme innocent être broyé, puis transformé par l'épreuve, par le savoir. Pour devenir cet être déterminé, presque surhumain, prêt à entrer en scène sous une nouvelle identité. Cette première partie, c'est vraiment un monument d'efficacité narrative. Dumas couvre des années de souffrance, de transformation, sans jamais nous perdre. Il alterne l'introspection, les révélations, l'action spectaculaire. L'immersion est totale. On vit tout avec Dantès, la chute, l'enfermement, l'éducation, la libération. Et c'est ça qui rend la suite si pointue, si puissante. Absolument. On est prêt pour la suite là. Prêt à voir ce qu'il va faire de tout ça. Merci d'avoir partagé cette plongée vraiment profonde dans cette première partie du Comte de Monte Cristo. Le voyage extraordinaire d'Edmond Dantès, on le voit bien, ne fait que commencer. Merci pour votre écoute.